Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors j'en profite pour vous souhaiter tout de suite une très très bonne et belle année 2022, qu'elle soit remplie de voyages, de petits, de moyens, de grands. En tout cas, toutes les occasions sont bonnes pour découvrir un petit endroit sympa avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Pauline et sa famille qui justement ont décidé de mettre le voyage au cœur de leur vie puisqu'ils ont tout quitté pour vivre dans leur camion. Ils voyagent en mode slow life, sans itinéraire, sans guide. Un témoignage qui est encore super inspirant. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline, je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode du jour. Nous allons aborder des sujets qu'on a déjà abordés brièvement dans certains podcasts, mais là je suis ravie de pouvoir échanger du nomadisme et de la slow life avec toi parce que je pense que tu vas nous apprendre beaucoup de choses. Merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil. Écoute, je suis heureuse que tu aies accepté. Surtout que voilà, on s'est rencontrés un peu par hasard parce que tu m'avais contacté, je crois, suite au podcast d'Antoine qu'on avait fait sur la sobriété. En fait, il me semble. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert ton compte parce que je le connaissais pas avant. Antoine est un copain qu'on a rencontré en Grèce, avec qui on a passé donc une partie du confinement l'an dernier, et avec qui on partage beaucoup au niveau de la vision du voyage. Et du coup, on s'est revus quand on a été de passage en France. Et enfin voilà, on a parlé de ça. Et voilà, il a essayé pendant toute une soirée de me dire qu'il fallait que nous aussi on témoigne, tout ça. Bon, voilà, c'est un peu la faute d'Antoine si je suis là. À la faute ou grâce à lui, je ne sais pas encore. Moi, je dirais grâce à lui. Je ne sais pas encore. Écoute, on va dire que c'est grâce à lui. Merci Antoine, si tu nous écoutes. Est-ce que Pauline, tu pourrais déjà commencer par te présenter ton parcours, en tout cas votre parcours? Alors, donc, je m'appelle Pauline, je forme une famille avec David, mon conjoint, Salomé, notre fille qui a 4 ans maintenant, et notre chien tout nouvellement arrivé, Mowgli, qui a 5 mois. Et voilà, on voyage en camion à l'année depuis maintenant plus de 2 ans. Le voyage existait pour nous avant d'être parents. En fait, David et moi, on a voyagé séparément avant de se connaître en sac à dos, lui en Inde et aux États-Unis, moi pendant 9 mois en Asie et en Australie toute seule. Et voilà, et quand on s'est rencontrés, très vite on a évoqué ces familles qui avaient des enfants qui grandissent sur la route sans savoir que nous on en aurait aussi un jour. Et en fait, c'est arrivé plus vite que prévu et voilà, quand on a su que j'étais enceinte, on s'est dit nous on veut continuer à voyager en famille, voilà. Et du coup, on est parti quand j'étais enceinte en transsibérien de Vladivostok à Saint-Pétersbourg. Et ce premier voyage en presque famille, on va dire, nous a vraiment rassurés sur le fait de pouvoir voyager avec un enfant. Donc quand Salomé est née, voilà, on a profité des débuts de la parentalité et puis ensuite on a eu l'occasion d'acheter un camion pas du tout cher et assez rapidement. Du coup, on s'est retrouvé avec une vieille ambulance de l'armée et de là, David l'a aménagé parce qu'il aime bien bricoler. Et on est parti pas longtemps après. Donc la première fois qu'on est parti, Salomé avait 13 mois. Et puis là, ça fait maintenant 2 ans qu'on est vraiment sur la route au quotidien. Voilà, donc nous voyageons sans guide de voyage, sans frigo, sans sponsor, sans plan non plus. On n'a pas de case à cocher à l'avance de ce qu'on va visiter ou pas visiter, sans date de retour et sans énorme budget. Voilà. C'est super, mais alors du coup j'ai plein de questions qui me viennent là suite à ta présentation. En fait, avant d'avoir Salomé, vous étiez déjà nomade ou vous étiez installé dans une ville en France et vous aviez une vie sédentaire? Alors on n'était pas nomade, on était sédentaire. Moi je rentrais de voyage depuis pas très très longtemps avant, genre 2 ans avant, où j'avais été voilà avec mon sac à dos à me balader à droite à gauche, à trouver mes maisons partout en fait et à
et à me dire, ben, je veux plus être en France, je veux continuer à voyager. David aussi, ça lui parlait. Enfin voilà, donc on n'était pas nomades, mais on avait l'idée de voyager, en tout cas sur du long cours. Parce que autant lui que moi, on s'est rendu compte qu'en voyage, on aime bien passer du temps dans les endroits, rencontrer les locaux, traîner, vraiment traîner, s'imprégner, avoir des repères, avoir des habitudes presque. Ouais, en fait, c'est vivre comme un local, mais de manière éphémère. En fait, vous prenez ce que vous avez à prendre et après vous changez d'endroit. Ouais, c'est un peu ça. Après, on reste assez longtemps sur les endroits, enfin par rapport à beaucoup de voyageurs. Pour un exemple, on était en Grèce pendant 9 mois l'année dernière, donc Mm. 9 mois c'est pas mal par rapport à des voyageurs, même en camion, qui sont restés forcément plus cette année avec le confinement, qui ont fait 3 mois maximum et qui après déguerpissaient vers les Balkans ou la Turquie. Nous, on a traîné en Grèce parce qu'on y était bien, qu'on aimait les locaux et qu'on aimait en fait finalement être les derniers résistants, à être toujours là, et les locaux qui nous connaissaient finalement, qui on faisait partie du décor presque quoi. Donc Mm. on aimait bien ça. Et donc, du coup, quel était votre déclic pour dire on quitte tout et on part faire du nomadisme? Enfin, il y a bien eu un jour où vous vous êtes dit, mais on y va, quoi. Bah, on était parents depuis pas longtemps. Et puis on s'est mis à regarder comme ça les annonces sur le Bon Coin pour le camion. Et puis bon, il y avait une occasion vraiment pas chère. Enfin voilà, on a acheté notre camion moins de 2 000 euros. C'est pour situer pour les gens qui veulent voyager. C'est un camion qui coûte pas cher, qui est notre maison. On n'a pas de maison en France. On a Mm. juste un box avec 2 3 affaires, c'est tout. Euh, et puis bah on se dit bon bah on va aller en voir un et puis on verra bien, ça va nous donner un point de départ. Et puis bah en fait celui-là il nous a plu tout de suite parce que voilà, il était vintage, il était armé, militaire, rigolo, enfin un peu atypique. Et bah en fait on a rappelé la fille et le lendemain David est allé le chercher, donc voilà. C'était hyper rapide. Mais en fait il y avait voilà, des fois c'est, enfin nous on n'est pas des grands programmateurs, on est plutôt des gens, voilà, si l'opportunité se présente, on y va, mais on n'est pas trop le genre à réussir à faire des plans sur la comète, à faire des économies longtemps, à programmer. On n'est pas du tout fort pour ça, donc voilà. Du coup, en Ça fait, l'avantage de ça, c'est de vivre pleinement l'instant présent et pas se poser 50 000 questions avant de faire un projet, quoi. Alors, les questions, on se les pose forcément, mais en fait, on se les pose un peu presque à la fois en le faisant et puis en y étant, quoi. Enfin, pendant le Mm. temps qu'on aménageait le camion, on se disait bon de quoi on a besoin, comment ça va être, et puis au final, un matin, on a dit bon maintenant faut y aller, quoi. Mm. Donc à l'époque, on était dans une maison de famille, voilà, et on a rangé nos affaires et on est parti, quoi. Comme ça, du jour au On avait lendemain. Je trouve ça toujours dingue. Je vais Parce que sinon tu te dis demain je peux faire une fête avec tel ami, et puis non, après il y a le mariage de mon cousin dans un mois, et puis non, là c'est l'hiver, non, là c'est, et en fait à chaque fois il y a un truc qui te décale, qui te décale, qui te décale. Et moi je le sais parce qu'avant d'avoir voyagé toute seule, il s'est passé plusieurs années avant que ce projet il se concrétise, et ça me tenait trop à cœur. Et en fait c'était super difficile d'être confrontée à ces presque échecs où t'es là, non, en fait, ça se fait pas parce que t'attends, parce que t'as pas les sous, parce que il y a toujours un contretemps. Et en fait, j'étais très très frustrée de ça. Et quand mon grand voyage s'est concrétisé, après tu dis non mais là il faut y aller, quoi. On a un peu tendance à dire tous les deux que la vie c'est maintenant et qu'il faut, enfin voilà, que si tu te mets pas le coup de pied aux fesses à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui Mm. te retient parce que tu es dans ton confort, dans ta vie en France, avec tes amis, avec tes habitudes. Si tu te mets pas un coup de pied aux fesses, il se passe rien en fait. Mm. C'est vrai. Et, et moi surtout, je crois que j'avais cette urgence un peu de dire mais il faut le faire parce que voilà. Et puis on avait un peu la pression des dates d'école à l'époque. On se disait 3 ans ça passe super vite, il faut qu'avant les 3 ans on soit rentré. Et puis bon, maintenant c'est plus dans nos têtes, mais il y avait un peu cette pression là de profiter du temps de Salomé toute petite, quoi. Mm. Ouais, je comprends. Mais oui, vous avez carrément raison. Enfin, on se trouve toujours des empêchements. Enfin, on trouve toujours des raisons qui font qu'on le fait pas, qu'on part pas. Et effectivement, à un moment donné, il faut aussi se dire, bah, c'est maintenant, quoi. Il faut y aller. Et
par rapport au fait de se dire, bah, ok, vous avez trouvé votre camion, qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie plutôt de faire ce voyage en mode slow life? Alors déjà, le fait de devenir parent a fait qu'on a pris des consciences environnementales qu'on n'avait pas autant, on va dire. On s'est rendu compte de plein de choses concernant la planète. On est beaucoup plus conscient, plus concerné, plus impliqué par rapport à ça. Et donc de là déjà, on se disait bon bah on peut pas prendre l'avion toutes les semaines, c'est pas réaliste pour nous. Il y a le fait qu'un rythme d'enfant en bas âge, avec des siestes, avec voilà des temps calmes, des temps tranquilles, c'est plus propice pour le slow. Et il y a le fait que c'est plus économique. Quand tu restes longtemps dans un pays, en fait, tu dépenses très peu d'argent. À part l'essence et la nourriture, on n'a pas d'autres frais que cela. Donc, c'est arrivé en Grèce pendant le confinement. Je crois qu'on ne dépensait pas plus de 300 euros parce que de toute façon, tout était fermé, que tu peux rien dépenser et que, bah, de toute façon, voilà. Et il y a encore d'autres paramètres. Il y a le fait que on n'a pas gagné au loto, donc nous travaillons sur la route tous les deux à notre compte. Donc bah, pour ça, il faut du temps. Il y a le fait aussi que quand on passe du temps aux endroits, bah, les gens n'ont pas la même attention avec nous. On rencontre les gens vraiment, et on rencontre les locaux, et on rencontre des voyageurs. Et ça compte pour nous. À la fois les locaux et les voyageurs, les deux. Du coup, c'est un Ouais, ensemble c'est vrai de que choses qui fait que bah, on est devenu slow. Voilà. ouais, vous avez trouvé votre rythme en fait un peu au fur et à mesure avec toutes enfin, tous les paramètres que vous avez lors de ce voyage en fait. C'est ça C'est vraiment qui au fur vous et à a. mesure. C'est vrai que tu as raison de dire ça. C'est vraiment au fur et à mesure parce qu'on est parti sans trop savoir. Hein. Et puis, bah, un enfant, ça grandit. Donc, du jour au lendemain, les rythmes sont pas tout à fait les mêmes. Ça dépend des jours. Enfin, voilà. Donc, on compose avec ça. Il y a eu on a fait une partie on a fait le deuxième confinement en Grèce l'an dernier. Donc, tu fais avec ça aussi. Par la force des choses, t'es coincé géographiquement à un endroit. Qui était plutôt bien, hein. C'était plutôt bien d'être coincé là. Mais euh, bah tu ralentis forcément. Puis bah c'est arrivé dans les pouilles qu'on attende mon passeport et ça a duré plus longtemps que prévu. Bon bah on est resté plus longtemps et c'est un peu comme ça que les choses se font. Des fois t'as l'impression qu'il y a des endroits qui te retiennent en fait que même si tu as envie de partir parce qu'on a toujours envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, bah en fait il y a quand même des endroits qui te retiennent parce que bah t'as rencontré des gens, parce que il y a le rendez-vous d'une fête avec des voyageurs, bah, parce que finalement t'es bien, parce que t'as rencontré des chiens et que finalement tu les nourris sur place et que tu restes là pour les nourrir, parce que t'as un problème de dents et qu'il faut que t'ailles chez le dentiste. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que bah tu peux rester à un endroit que t'avais pas forcément prévu. Et qu'au final, c'est une chouette expérience qui dure. Et effectivement, je trouve que c'est chouette aussi quand tu dis que c'est l'endroit qui te retient. C'est aussi une belle, enfin, je trouve une belle vision des choses aussi par rapport à la vie. Et je trouve que c'est très intéressant. Du coup. En fait, on s'est rendu compte que alors, c'est pas qu'on n'aime pas les visites touristiques, parce qu'on aime bien les musées, on aime bien visiter des choses, mais souvent on s'est rendu compte que dans ces endroits-là, il se passait moins de choses pour nous, émotionnellement, même si on visite des beaux endroits, même si... en fait, on s'est rendu compte que bah voilà, les touristes étaient de passage et que à ce moment-là, il n'y avait pas d'échange avec eux et que les locaux, ils sont non plus pas disponibles à ce moment-là. Et du coup, on se rend compte que dans des petits bleds où pas grand monde ne va, qui sont pas forcément dans le guide, c'est pour ça qu'on n'a plus de guide, bah en fait c'est là qu'il va se passer des choses parce que les gens nous connaissent, ils nous amènent des oranges, on rencontre des voyageurs, enfin voilà. Oui, c'est plus propice aux rencontres. Et justement, c'est partie une de mes questions par rapport à votre rythme de voyage et votre organisation. Comment vous gérez ça en fait, le travail et les visites et la petite, c'est quoi ce que vous avez un planning type ou est-ce que vraiment vous vivez au jour le jour Euh, Planning type pas vraiment. Maintenant, en ce moment c'est David qui travaille, donc en ce moment il part tous les jours en fin de matinée dans un café pour avoir le wifi, se brancher facilement. Il revient vers 18h30, 19h, ça dépend des jours.
Donc pendant ce temps-là, en général, je suis avec Salomé et le chien, donc ça complique pour les visites aussi. Voilà, on fait des activités, soit un peu d'école, soit beaucoup d'activités en extérieur. Voilà, on passe du temps aussi aux aires de jeu parce que ça, c'est un truc qu'on oublie. Mais quand on est nomade, si on veut que les enfants se fassent des copains, enfin nous, elle est fille unique, donc on passe du temps dans les aires de jeu. Alors ça, c'est pas toujours notre passion à nous en tant que parents, mais c'est aussi pas désagréable. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Là, on est à Lanzarote, on a rencontré des familles à Lanzarote parce qu'on traîne au jeu et voilà, et c'est bien comme ça aussi. Enfin, en fait, les journées passent vite. On nous dit tout le temps, mais vous êtes en vacances. Alors non, pas du tout, parce que et c'est un rythme qui passe vite parce que t'as la logistique, faut aller chercher de l'eau, faut faire les courses comme tout le monde. Trouver des endroits pour stationner, trouver des endroits où il y a du wifi suffisant pour que David puisse travailler correctement. Enfin voilà, il y a plusieurs paramètres qu'on essaye de caler comme ça, les sorties du chien, voilà. Et puis voilà, les gens qu'on rencontre. Tout se cale plus ou moins quoi. Après, c'est pas à heure fixe, c'est pas tel jour on fait telle activité. Ça dépend un peu aussi de la météo parce que c'est pas voilà, s'il y a des jours de pluie, c'est plus facile de faire des puzzles ou d'autres activités d'intérieur. Les jours de grand beau, on a tous envie d'être dehors. Enfin voilà, ça dépend vraiment aussi on est très dépendant de la météo, donc. Ouais, forcément, la vie en camion, c'est vrai qu'il y a vraiment ce facteur météo qui est hyper important et qui doit aussi vraiment rythmer finalement vos semaines et vos journées, quoi. Oui, puis du coup ça va te dire à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure il se couche, et ça joue beaucoup parce que quand le soleil se couche tôt, t'as très peu de lumière dans ton camion. En Grèce, il se couchait tôt l'hiver, et tes soirées, si tu n'es pas à un endroit où tu peux faire du feu, la soirée elle est vite passée quoi. Ça joue beaucoup la météo. Et puis voilà, nous clairement on est dans des pays ensoleillés parce qu'on fuit le climat hostile. Hein. Ouais, je comprends bien. Et, et du coup, qu'est-ce que vous faites comme boulot en fait? Comment vous avez professionnellement organisé votre vie de manière à être nomade à votre compte? Alors David, il avait déjà un métier qui permet d'être à son compte et de faire ça d'où il voulait, puisqu'il est développeur web. Donc voilà, il suffit d'avoir une bonne connexion, un ordi et c'est tout en fait. Moi, j'ai un parcours plus varié, on va dire, où j'ai fait à la fois de l'animation, du tourisme, plein de choses variées sans jamais trop m'épanouir, on va dire. Finalement, j'ai fini par monter une boîte de rédaction, donc de rédaction web notamment. Après, on alterne, c'est pas tout le temps. Voilà, on travaille à tour de rôle, on n'est pas sur des temps pleins non plus, parce que le but c'est aussi d'avoir du temps libre pour profiter. Donc, en ce moment, c'est plus David qui travaille que moi. Ça me gêne pas. Ouais, vous vous organisez l'un l'autre, vous travaillez pas en même temps en fait, pour garder la petite. Non, ouais, voilà, c'est ça, parce que 4 ans, et puis bon, nous on a une fille qui est une pipelette, donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler avec elle en continu, donc voilà. Et comme selon les pays, si on est dans des pays où on croise pas d'enfants pendant un moment, ce qui était le cas en Grèce pendant un moment, après il y a eu beaucoup, mais il y a eu une période où il y avait pas d'enfants, ou alors ils parlaient que grec, c'est un peu compliqué pour elle au bout d'un moment. Elle est contente d'avoir un adulte qu'elle peut Ouais, qu'elle peut garnir de phrases toute la journée. Voilà. j'imagine, ouais. Et donc du coup, pour elle, comment vous avez commencé l'école à la maison ou pas encore? Alors là, elle serait normalement en moyenne section, donc on va dire commencer déjà l'année d'avant. Alors commencer en douceur, hein, parce qu'on est sur un mode de vie qui est différent. Donc, par exemple, je sais qu'à l'école, ils travaillent en ce moment sur l'automne en France. Bon, nous, on est à Lanzarote, il n'y a pas d'arbres, donc l'automne ici, ça n'a pas trop de sens. Donc, on va plutôt parler, nous, des volcans en ce moment, de l'artiste César Manrique. Enfin voilà, on va plutôt parler de ce qu'on trouve là où on est, de la culture, de l'art plastique qui est lié à ces endroits. On va faire voilà des activités manuelles avec elle, des sorties aussi de visites de musées ou de sites ou des randos ou des choses comme ça où on explique des choses. On parle beaucoup d'environnement.
Voilà, et après, Salomé, elle est présente dans notre vie quotidienne, donc voilà, faire un feu, ce genre de choses, c'est des choses qu'on fait avec elle quand on peut. C'est chouette, ça, c'est vraiment la vraie école de la vie, quoi. Elle apprend sur le tas la vie quotidienne dans la nature et à la fois vous adaptez on va dire, son niveau scolaire à là où vous êtes, en fait, à l'instant T, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est sûr que c'est moins formel, donc c'est plus difficile pour elle d'être assise à une chaise, par exemple. Ce genre de choses, c'est plus difficile. Après, en contrepartie, elle va savoir interagir facilement avec des gens, quelle que soit leur langue. Voilà, ce genre de choses. Oui, elle développe de Je pense toute que c'est des manière compétences c'est différentes. ça. Oui, tu peux pas comparer, C'est- en fait. C'est des niveaux oui, des niveaux d'apprentissage qui sont différents, c'est évident, quoi. ouais. Ouais, puis l'an dernier, pendant le confinement grec, il y avait beaucoup de familles en Grèce sur ces plages. Il y avait beaucoup de familles françaises et c'était super parce qu'il y avait des gamins entre de 1 an à 14 ans, on avait. Et les enfants, en fait, ils se prenaient en charge ensemble, quoi. Ils jouaient ensemble, ils faisaient leurs jeux. Il y avait des plus grands qui s'occupaient des plus petits. S'ils avaient envie de monter des spectacles, ils montaient des spectacles. Ils faisaient de l'escalade, ils organisaient plein de choses ensemble. Et c'était assez chouette de voir en fait que ils se débrouillaient très très bien, même sans nous, quoi. Tant qu'il y avait des plus grands, ils étaient tout à fait capables d'organiser des choses, de structurer, de savoir voilà, se répartir les tâches. C'est chouette, hein? Donc non, ouais, c'était assez chouette de les voir comme ça, les enfants l'an dernier. C'est chouette, c'est cool. Euh, Tout à l'heure, tu disais, donc tu parles beaucoup de l'environnement et tu disais que ton camion était sans frigo. Donc là, je rejoins et je comprends maintenant les connexions qu'il y a avec Antoine. Donc vous, quand vous n'êtes pas que nomade slow life, vous êtes aussi hyper sur la protection de l'environnement. Je dis pas écolo parce que c'est pas exactement ça que je veux dire, mais quels aspects vous avez fait des choix écologiques dans votre, on va dire, dans votre quotidien? Tout à l'heure, tu parlais du frigo, mais est-ce qu'il y a d'autres choses et pourquoi vous êtes dans cette optique-là? Alors, l'environnement a une place importante pour nous parce qu'on y est en fait. On est dans la nature. Alors, c'est pas très vrai à Lanzarote, mais et en Espagne globalement, c'était un peu plus difficile. Mais en Grèce, typiquement, il y a de la nature partout. Toi, t'es avec ton camion. Il y a des renards qui viennent jusqu'à ton camion, qui passent. T'entends ça y est, j'ai perdu le mot. Des chacals qui passent à côté de ton camion. Tu vois les traces le matin dans le sable. Euh, et puis t'as une enfant de 4 ans qui te dit pourquoi les gens ils jettent leur papier par terre, c'est pas bon pour le renard. Enfin, donc c'est les deux, c'est à la fois d'avoir un enfant qui fait que on est plus conscient et c'est le fait que c'est notre environnement. Enfin, quand tu vis plus dans la nature, je crois que tu es plus sensible aussi, Mm. que on est plus sensible voilà au rythme des saisons, à ces choses-là auxquelles je faisais pas attention. Moi, j'étais parisienne avant, je faisais pas attention à tout ça. Et après, quand tu vis avec la météo, quand tu observes la mer, enfin voilà, c'est ton terrain de jeu au quotidien. Tu te dis, mais en fait, faut pas, on peut pas laisser les choses complètement à l'abandon. Alors après, nous, à notre échelle, on a un camion qui pollue, on va être honnête, c'est un vieux truc, donc il fume un peu trop par rapport à ce qu'il faudrait pour être écolo vraiment. Euh, donc bon, avec Salomé, on organise des fois, on fait des nettoyages de plage, par exemple, on va ramasser des déchets et mettre voilà, dans des sacs et aller les jeter plus loin. Voilà, on essaye de faire voilà du tri quand c'est possible, mais à l'étranger c'est toujours problématique. Après, c'est des choix qui sont pas faciles à mener en voyage parce que manger bio, de saison et local en voyage, c'est pas toujours évident. En fait, les réseaux, tu les connais pas ou ils n'existent pas forcément comme en France en tout cas. Euh, donc voilà, mais au quotidien, dans tous les cas, le fait qu'on consomme très très peu d'eau parce qu'on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de frigidaire, on consomme pas d'électricité, on est autonome, on a une batterie alternative pour l'électricité, on consomme pas grand chose par rapport à quelqu'un qui vit dans une maison au quotidien. Et aussi, on se rend compte qu'on a moins envie de consommer, tout simplement. Enfin,
bien souvent, en fait, on préfère finalement faire un pique-nique sur la plage que aller au resto. Bon, on aime bien aller au resto, mais voilà, on n'aime plus du tout aller dans les magasins. On bataille pour que Salomé, il n'y ait pas 50 000 jouets qui rentrent dans le camion. Voilà. Alors il y a la question de la place, mais il y a la question aussi de dire non, bah ça on n'en veut pas parce que t'en as pas besoin. Enfin, donc on essaye de limiter. Donc ça c'est pas toujours facile. Surtout vis-à-vis des familles, tout ça, parce que comme on est déjà loin à l'année, c'est pas facile de leur faire entendre que aussi on veut réduire sur les cadeaux, sur tout ça, sur des choses qui nous semblent un peu, enfin, par exemple Noël, bon, comme en plus on n'est pas spécialement croyant, ça nous paraît un peu dément, quoi, toutes les marchandises, tout ça. Après, nous, on mange plus de viande, mais ça, enfin, moi, j'en mangeais plus déjà, et Salomé, elle a décidé toute seule d'arrêter, sans qu'on fasse de pression sur elle ou quoi, mais elle a fait le lien un jour entre la poule et le poulet, quoi. Elle a dit ah mais le poulet c'est de la poule, mais donc c'est un animal, donc je veux pas en manger. Et depuis, elle veut pas en entendre parler, quoi. Donc après ça c'est des choix de vie parce que Oui, c'est des choix de vie, mais à la fois, faut pouvoir les faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en voyage et qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là, ou qui vont pas forcément se dire on va nettoyer les plages, ou qui vont pas résigner sur leur confort au quotidien, parce que, enfin, là, vous êtes que dans des pays chauds, et être sans frigo, c'est quand même assez compliqué au quotidien. C'est pas la facilité, on va dire. bah, en fait nous on mange pas de viande, donc déjà t'enlèves ça de ton frigo, c'est facile. Et après en gros ben il y a que les produits laitiers qui auraient besoin du frigo. En hiver, même dans des pays chauds, tes yaourts ils tiennent 2 jours, ça va. Pareil pour le fromage, des fois 3 même. Donc quand c'est le jour des courses, on mange des produits laitiers et puis bah on décale quoi, comme ça sur la semaine. Mm. Ça nous manque pas du tout en fait. On a au tout début, on avait un tout petit truc de Barbie là. On s'en est pour les pots de Salomé quand elle était bébé. Et en fait, bah ça fait très très longtemps qu'on s'en sert. Enfin, je crois qu'on s'en est jamais servi en fait. Donc bah ça fait de la place dans le camion et puis non, enfin on s'en sert pas. Après, partir en voyage et faire ces choix-là, c'est aussi parce qu'on a le temps de le faire. C'est vrai qu'on a le temps, si on est sur une plage, de faire un nettoyage de plage. Je comprends que des gens qui sont là une semaine, bah ils n'ont pas envie de se faire le nettoyage de plage, ils ont envie d'en profiter de la plage. Bon, après, Mm. nous, on trouve que c'est aussi quelque chose de à la fois de sécurité, parce que quand tu ouvres ton camion pour laisser jouer ta fille et ton chien dehors, t'as pas envie qu'ils reviennent avec les pieds pleins de tessons de bouteilles. Et c'est aussi pour les locaux, parce que en fait tu dis les locaux, alors des fois ils y sont pour quelque chose, mais pas toujours. C'est aussi la faute des touristes s'il y a des déchets. On n'a pas toujours envie d'être mis dans la case des touristes juste de passage, parce qu'on a de l'amitié pour les gens, pour les locaux chez qui on visite. Enfin, chez les locaux dont on visite le pays, ça y est. Chez les locaux dont on visite le pays, on a de l'amitié pour eux, donc on essaye de laisser voilà une trace un peu positive, quoi. Et puis on se rend compte que les camions sont interdits à plein d'endroits. Il y a 2 ans de ça, on est allé au Portugal. Maintenant, c'est interdit de stationner partout parce qu'il y a eu trop de camions. Et on n'a pas envie non plus qu'il y ait des amalgames qui soient faits en disant bah les gens qui vivent en camion c'est des cradocs qui laissent tout par terre et après eux c'est l'horreur. Donc on a envie de participer au fait que bah ce soit un peu propre et que ça donne une bonne image aussi. Et puis de se dire bah ouais en fait c'est pas parce qu'ils vivent dans des camions qu'ils sont là pour polluer ou pour abîmer le paysage ou pour pas respecter les locaux. Enfin Ouais, c'est dommage d'avoir cette espèce d'étiquette, alors qu'au final, ça n'a absolument rien à voir, en fait. Enfin, le touriste qui reste là une journée va polluer peut-être plus ou moins. Enfin, c'est pas parce que l'endroit est pollué que c'est forcément de la faute des personnes qui ont dormi là, en fait, en camion, en camping-car ou en van. Enfin, c'est quand même c'est injuste, je trouve. Puis aussi dans certains pays, c'est la faute des pays, hein, tout simplement, hein, qui ont des gestions de poubelles qui sont un peu un peu bizarres. Oui, c'est ça. Enfin, donc donc voilà. Bon après, on fait à une petite échelle. On aimerait pouvoir voyager sur des projets plus engagés.
avec des associations, de faire de l'observation d'animaux sur leur territoire, des choses comme ça. On aimerait bien aller vers ce genre de choses progressivement. On verra. Quand vous êtes parti quand vous avez décidé de partir, donc vous n'aviez pas d'itinéraire en tête. Par contre, vous aviez des destinations. Comment vous faites pour choisir vos destinations ou les lieux où vous allez passer du temps? Alors la première fois qu'on est parti avec le camion, on est parti en Espagne, parce qu'on est parti au mois d'octobre, donc on allait chercher la chaleur comme les cigognes. Donc on est descendu tranquillement l'Espagne, enfin tranquillement. Si on accepte 4 pannes et 4 passages chez au garage, enfin voilà. Euh, donc on pensait aller au Portugal et en fait ce premier voyage, on s'est rendu compte qu'on arrivait vite à Noël et à cette époque-là, on est rentré en France avec le camion. Et là, on s'est rendu compte que c'était une folie de remonter en France depuis le bas de l'Espagne pour juste passer Noël, parce que après pour repartir, il s'est passé quelques mois. Du coup, maintenant, on fait plus ça. Le camion reste sur place et nous, ça arrive qu'on aille en France pour voir les familles. Et là, on prend l'avion et là, c'est pas bien. Euh, donc le camion reste dans le pays et nous on rentre et on le retrouve. C'est plus simple parce que sinon, y a pas, enfin déjà qu'on n'est pas très fort pour faire des itinéraires, mais sinon on n'avancerait pas quoi. Du coup, la fois d'après, on a réussi à aller au Portugal puisque c'était le plan initial. Et je sais pas trop comment ça s'est fait. En fait, on était au Portugal, ça faisait 4 mois, et d'un coup, on s'est dit si on allait dans les Balkans. Sauf que la distance Portugal-Balkan, elle est énorme, surtout avec un vieux truc comme le nôtre. Et en fait, après cet épisode-là, on s'est dit non mais là, il faut qu'on arrête de faire des sauts comme ça, complètement pas réfléchis. Donc, bon, on est reparti après. Euh, le camion était en Italie, donc on a traîné en Italie, on a pris le temps, et puis de la Grèce, enfin de l'Italie, la Grèce c'était logique, quoi. On a dit, bon, allez, on prend le bateau et on va en Grèce, on va faire des choses simples. Et on s'est rendu compte aussi qu'on aimait bien voyager en ferry, que ça permettait une souplesse. Parce que le ferry, on peut passer d'un pays à l'autre. En fait, on est passé de la Grèce à l'Espagne, enfin en traversant par l'Italie, en ferry, mais on s'est rendu compte que, en fonction des saisons, ou en fonction des frontières, ou en fonction du Covid, ça peut être pratique de sauter rapidement certaines zones, que ça coûte pas plus cher, que nous, on aime bien les trajets longs en ferry, on trouve que c'est chouette, que c'est des temps un peu suspendus, où voilà, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, on peut observer les gens qui sont sur le bateau, on peut observer la mer. Et aussi, ça permet de digérer, en fait. Enfin, on est parti de Grèce, c'était dur de partir de Grèce parce qu'on a beaucoup aimé. Et puis, il y a eu ce trajet de 24 heures de traversée jusqu'en Italie, puis la traversée de l'Italie, puis la traversée de l'Italie à Barcelone, puis ensuite on a descendu toute l'Espagne. Maintenant, on est à Lanzarote, on a eu 27 heures de ferry pour arriver. Donc, en fait, ces temps-là, c'est des temps de transition que nous, on aime bien, qu'on trouve important pour pouvoir passer d'un à l'autre, quoi. On n'arrive pas à zapper un pays comme ça parce qu'en fait, on a des attaches sentimentales. Et du coup, là, on s'est dit, là, c'est l'hiver, le Maroc est fermé, donc on va aux Canaries et on va y passer du temps, mais il fallait qu'on soit prêt à passer ce temps-là, donc il fallait qu'on ait digéré la Grèce déjà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, un peu comme si c'était ce moment pour fermer une page, voilà, une page de ce voyage qui se ferme et se préparer à en accueillir une autre finalement. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu pas comme des ruptures, mais il y a quelque chose d'émotionnel avec des endroits où tu as passé du temps, avec des gens que tu as rencontrés, des lieux avec lesquels tu as une proximité, même, je veux dire, intérieure, quoi, dans ton corps, où tu connais la géographie, même dans tes sens, quoi. C'était le cas de la Grèce, on a passé longtemps, c'est vrai que 9 mois, c'est long. Et on était très très émus de quitter la Grèce et on se voyait pas arriver tout de suite dans un autre pays. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été dans les Balkans ou en Turquie, parce qu'on n'était pas prêt en fait pour aimer les gens déjà là-bas, pour les paysages, pour embrasser tout ça. On n'était pas encore prêt, quoi. Il fallait qu'on digère un peu. Ah, c'est hyper intéressant. Et vous vous êtes pas dit à un moment donné, ok, on s'arrête là et on va vivre ici, quoi. Vraiment un lieu où tu t'es dit,
si je dois me poser, ce serait ici. Ben, on y a pensé parce que la Grèce, décidément, nous a beaucoup charmés. Sur l'île d'Evia, on a rencontré un Grec qui nous a emmenés dans une cabane, une bergerie qu'il occupe depuis pas longtemps, au milieu de la montagne, juste à côté de la mer. Donc c'est un endroit qui est super. Il y a zéro touriste, bien sûr. Il y a même pas de locaux. C'est très beau. Tu te dis, mais en fait, peut-être que ça suffit. Une maison, du soleil, les moutons qui passent, qui vont boire à la fontaine à côté, enfin à la source, même pas à la fontaine. Tu te dis peut-être que ça suffit, et puis en fait nous on aime profondément quand même aller voir ce qui se passe, rencontrer des gens, découvrir des choses, et puis on se dit pour Salomé, est-ce que c'est évident d'aller vivre une vie dans la pampa au fond de la Grèce, c'est pas forcément non plus simple quoi. Donc voilà, il y a des lieux que tu gardes en tête comme ça, où tu te dis tiens, peut-être qu'un jour quand on aura envie de se poser, on n'en sait rien si ça arrivera un jour, mais Mais pourquoi pas. pour l'instant, vous avez envie de profiter, de voyager, découvrir tous les lieux que vous avez à portée de main, quoi. Pour l'instant, on a envie de découvrir, de voyager, et puis on a tous les jours, enfin moi surtout, j'avoue, je suis un peu un peu obsessionnelle. On a tous les jours un nouveau plan. Tiens, si on allait là, enfin même des trucs super loin ou pas du tout accessibles ou compliqués. Enfin, on se dit toujours mais non, mais on a envie d'y aller en fait. Et quand Salomé, on lui pose la question, elle est profondément dans le voyage. Pour elle, c'est quand les gens la rencontrent, elle dit mais moi je voyage à l'année, tu veux visiter mon camion, mais pour elle c'est pas du tout s'installer quelque part, ça fait pas du tout partie des plans, parce qu'elle aime bien aller voir des nouvelles choses, découvrir, voir de nouveaux enfants, donc pour l'instant elle est, heureusement pour nous, pas encore dans l'âge où elle veut s'ancrer quelque part. Ouais, vous avez encore un petit peu de temps du coup. Pour l'instant, tant qu'il y a des copains de temps en temps, qu'il y a papa et maman, le reste si elle découvre des choses, qu'elle peut faire du vélo, faire ses jeux, le reste, ça lui convient. Et puis, elle n'a jamais été à l'école, elle sait pas ce que c'est, donc elle a passé plus de temps dans un camion que dans une maison. Hein, donc, c'est sa normalité, en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, vous êtes à Lanzarote. Vous savez combien de temps vous restez? Est-ce que vous connaissez votre prochaine destination? Oh là, oh là. Alors, on ne sait pas combien de temps on va rester. Pour la bonne raison que David a des soins dentaires à faire et que ça prend le temps que ça prend. Donc pour l'instant nous sommes là. Où nous serons après, on n'en sait rien puisqu'on ne programme pas tellement. On ne sait pas trop comment ça va être dans les Canaries avec l'évolution du volcan. Voilà, on regarde aussi l'ouverture des frontières du côté du Maroc puisque c'est fermé pour l'instant avec l'Espagne. On sait pas trop en fait, et puis on veut pas trop faire de plans parce que de toute façon ça se passe jamais comme on a prévu, donc on se laisse porter et puis on verra bien. C'est chouette, c'est plutôt chouette. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de sauter le pas comme ça et qui ont envie de vivre une vie de nomade, une vie de voyage avec des enfants? Alors peut-être qu'effectivement c'est pas pour tout le monde, en tout cas avec un confort limité ça convient peut-être pas à tout le monde, ou en tout cas ils le savent pas encore parce que le voyage t'apporte autre chose que le confort matériel. Tu apprends très très bien à vivre sans télé, sans beaucoup de choses. Enfin, je crois qu'on l'apprend très bien. En tout cas, nous, on s'en passe très bien. Je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que c'est dommage d'attendre. Parce que quand on attend, on ne sait pas en fait ce qui peut se passer dans la vie. On n'est jamais à l'abri d'un accident, de choses qui sont parfois tristes. Et c'est dommage d'attendre, de se bloquer en tout cas pour des choses. D'avoir peur. D'avoir peur, c'est normal, mais de comprendre pourquoi on a peur et puis d'essayer sur des petites périodes, d'essayer avec des locations ou avec des choses. Et puis le voyage en camion, ça convient pas à tout le monde. Il y a d'autres façons de voyager, en vélo, en échange de maison. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et aussi, je pense qu'il faut pas se bloquer à cause de l'argent. Parce que souvent, c'est un prétexte qu'on entend de gens qui disent oui, mais il faut avoir de l'argent pour voyager. Et moi, j'ai envie de dire c'est pas vrai. Enfin, il en faut un tout petit peu, mais
il n'y a pas besoin d'un gros budget pour démarrer. Oui, on peut avoir un camion à 100 000 euros si on veut. Maintenant, on connaît des gens qui ont un camion à 100 000 euros. Ils étaient sur les mêmes spots que nous l'hiver dernier parce que de toute façon, les frontières étaient fermées. Donc, voilà, nous, avec un camion à 2 000 euros, on était au même endroit. Et c'est notre maison, donc c'est pas un investissement qui est colossal. Et il y a plein aussi de façons de voyager chez l'habitant, en couchsurfing, de covoiturage, de plein de choses qui permettent de voyager sans un gros budget. Et si vraiment l'envie, elle est là, au creux de vous, et que ça démange, je crois qu'il faut y aller, quelles que soient les finances, en fait. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu léger de dire ça quand on a des crédits ou des choses sur le dos, mais en fait, plus on reste en France, dans un confort, plus les crédits on en prend parce que on veut une nouvelle télé, parce que on a besoin d'un nouveau téléphone, parce qu'on a besoin d'un nouveau pantalon, on a besoin d'un nouveau véhicule, et puis on veut travailler pour rembourser ce crédit, et puis on prend des contrats de plus en plus longs, et en fait c'est un serpent qui se mord la queue parce que si tu réduis drastiquement ton mode de vie, euh, tu vas facilement aller vers ce voyage en fait. Enfin, si tu le souhaites, mais c'est Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, la vie sédentaire nous impose en fait des charges et on doit travailler plus pour payer ces charges, alors que quand on voyage en van, enfin quand on est nomade, on se décharge de toutes ces contraintes financières en fait. Et effectivement, quand tu dis qu'il faut une base d'argent pour partir, toi, t'estimes à combien en dehors de l'achat du camion, parce que l'achat du camion, effectivement, ça dépend vraiment de chacun, mais pour toi, partir, enfin, une famille qui veut partir, tu lui conseilles d'avoir combien sur son compte en banque? Est-ce que vaut mieux avoir 2 nous, on 000, 3 n'avait 000, pas 5 000, grand-chose. 10 Enfin, moi, 000 j'ai jamais rien sur mon compte en pour banque avoir personnellement, un... donc et on n'avait vraiment pas grand-chose la première fois qu'on est parti en Espagne. On était même serré. Et puis en plus, on s'est retrouvé avec 4 pannes en cours de route, donc à chaque fois du garage à payer. Bon, je sais pas, il y a pas, il y a je crois qu'on peut vivre sobrement. Enfin, nous, on est 3, donc c'est pas une grosse famille, mais avec largement moins de 1 000 euros, tu peux vivre par mois sobrement quand tes dépenses sont juste alimentaires et de faire de l'essence et que tes déplacements sont réduits, en fait. Enfin, après, je sais pas du tout combien ça coûte quand on voyage en vélo, mais je suppose qu'il y a des hébergements en plus, donc du coup, ça... Mais il y a des modes de voyage qui font qu'on est sur, enfin voilà, les gens sinon qui échangent des maisons, qui mettent en appartement, en location leur maison, ou mais alors ce qui est difficile, c'est de larguer les amarres, en fait, d'être au bout du plongeoir et de se dire bon je saute, mais il n'y a pas de corde, quoi. De se dire j'ai plus de maison, j'ai plus de boulot, et aussi je coupe avec la façon de vivre. Dans le cadre, enfin avec les attentes de la société, avec et cette partie-là, elle est presque plus dure à faire. C'est celle qui nous retient le plus en fait que l'argent ou les autres excuses. C'est la normalité, c'est d'être dans les cases, d'être comme on attend qu'on soit. Et ça, il y a une pression qui est forte, je trouve, dans la société, de tout le monde, hein, qui vient de tout le monde, des amis, de la famille, des employeurs, de plein de choses où on te dit mais non, tu peux pas partir comme ça, c'est inconscient. Mais peut-être qu'aussi il faut pouvoir profiter de sa vie et en disposer comme on a envie. Mais je trouve que larguer les amarres avec les attentes sociales, c'est quelque chose de difficile. Enfin, les larguer et sans les larguer, c'est ça. Larguer les amarres sans non plus être hors cadre, complètement marginal. On peut vivre différemment sans être marginal. Et enfin voilà, nous. Ça a été, Ça a été dur pour vous, cette partie-là, le fait de vraiment aller à contre-courant de la société, c'était un cap important C'est pour quelque vous? chose qui, pour nous, nous, dans notre corps, dans notre façon de le vivre, c'est facile. Ce qui est difficile, euh, c'est les attentes sociales que la société a posées en nous. C'est le fait qu'on soit parents, que la société attend qu'on ait un deuxième éventuellement, qu'il faudrait qu'on aille travailler avec des horaires normaux, pas atypiques, que la pression de l'école. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui nous rattrapent
C'est un espèce d'élastique détendu, tendu. Enfin, pour nous, on le vit très bien détendu, mais dès que tu commences à penser, voilà, même par rapport à la famille, à tes amis, à tout ça, bah, l'élastique il se tend un peu, quoi, parce que tu sais que tu fais pas tout à fait les choses comme on attend que ce soit. Et c'est presque la partie la plus dure, je trouve, pour quelqu'un qui veut vous faire ce voyage, c'est de dire je me lance. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Oui, tout à fait. C'est vraiment un moyen de montrer aussi qu'il est possible de sortir de ce cadre et d'être heureux et d'avoir une famille épanouie sans respecter toutes ces normes qu'on nous impose finalement. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'étiquette marginale, on te la colle rapidement aussi parce que t'es en camion, parce que bon, en plus nous, on a un camion qu'on voit. Enfin, il y a des ours à l'extérieur, il est atypique, on va dire. Mais en fait, l'étiquette, elle vient de tout le monde. Tu te rends compte que quand on était en France, alors le camion avant, il était vert militaire. En fait, on était contrôlé super souvent par la police parce que ils croyaient que c'était des punks et que la police voulait pas que ce soit des punks. Et bon. Et en fait, Ouais. d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes a priori qu'on colle sur toi, mais on t'en met quand même. Mais ce qui est chouette aussi, c'est de voir que pour beaucoup de gens, de voir des gens en camion avec un enfant, un chien comme ça à l'année, il y a plein de gens chez qui ça suscite la sympathie aussi. Et on a eu plein de conversations avec des gens qui viennent de partout, qui sont toujours un peu, pas fascinés, mais un peu impressionnés aussi par ce manque de confort, par cette vie un peu libre sur les routes. Donc voilà, ça suscite peut-être l'envie, la jalousie et un peu la peur, quoi. Donc faut peut-être aussi être prêt à savoir vivre avec cette étiquette de, même si on l'incarne pas, de se dire bah en tout cas c'est comme ça que les gens nous voient, soit ça les fait rêver, soit ça leur fait peur, soit ça les inquiète. Bon. Ouais, il faut se préparer en fait à ça, c'est important. Voilà, c'est ça. Super. Bah, écoute, Pauline, on va devoir arrêter notre conversation. C'est hyper intéressant, mais le temps passe. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire, votre aventure sur les routes. C'était hyper riche. J'espère que ça va inspirer beaucoup de parents sur tous ces sujets. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup, Pauline. Tu reviens quand tu veux, quand tu changes de pays, quand tu changes quoi que ce soit. Enfin, si tu veux nous parler d'un sujet, de tes prochains projets, écoute, la porte est ouverte. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis désolée, je suis assez bavarde sur ce sujet. Il n'y a pas de Désolée. Non. souci. Écoute, c'est parfait. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, lui laisser une note, le liker, le commenter. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez également nous soutenir financièrement via le lien Tipeee qui se trouve dans la description du blog. Et nous remercions infiniment les personnes qui ont déjà commencé à nous soutenir. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye bye.